La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue lorsque la bise fut venue. Ça vous dit quelque chose? Vous l'avez sûrement reconnu, c'est la cigale et la fourmi. Comme vous l'avez deviné, aujourd'hui on va parler de Jean de La Fontaine. Vous le connaissez comme grand fabuliste, mais connaissez-vous la personne? C'est en juillet 1621 que Jean va poindre le bout de son grand nez à Château-Thierry. C'est une commune située dans l'Aisne, donc en Hauts-de-France. Son père, Charles La Fontaine, était un grand drapier, donc il est issu d'une toute une famille de drapiers. Il était également maître des eaux et capitaine des forêts. C'est une charge qu'il a payée cher, mais dans le but de s'anoblir par la suite. Il va se marier à Françoise Pidoux, qui est la fille du seigneur de la Maduère. Et vu qu'elle était riche et qu'elle lui a amené une grosse dot, eh bien, il a pu abandonner son métier de drapier. Françoise avait déjà une fille d'une première union. Ensuite, ils vont avoir Jean et ensuite, ils vont avoir un autre fils qui s'appelle Pagrotte, Claude. Ils vont donc acheter la plus belle maison, après le château évidemment, de Château-Thierry. Et c'était en fait un hôtel particulier, superbe. Cette maison, maintenant, vous pouvez la visiter car elle est maintenant un musée en hommage à Jean de La Fontaine. Et donc Jean va grandir dans cette superbe maison et il va aller avec son père à la campagne, donc dans les forêts, etc. Et là, il va apprendre beaucoup sur les animaux. Donc, à part ça, on ne va pas savoir grand-chose sur son enfance. Par contre, sur son adolescence, on sait que c'était un ado qui avait du mal à se lever, qui était tout le temps un peu traînant. Un ado, quoi. Et au collège, il sera complètement indifférent à l'autorité du prof. Prof qu'on appelait à l'époque un régent. Oui, au XVIIIe siècle, on n'appelait pas ça un instituteur ou un prof, on appelait ça un régent. Donc Jean, eh bien, il participe jamais vraiment aux cours, il est en retrait. Parfois même, il s'endort sur l'épaule de son meilleur ami, Maucroix. Il se réveillait avec des coups de coude. En classe, eh bien, les élèves devaient réciter des fables, car oui, les fables existaient avant Jean de La Fontaine. Ce sont des fables de l'Antiquité, donc des fables d'Ésope particulièrement. Et ce sont ces fables qu'il va apprendre et remanier et qu'il va les mettre à sa sauce. Mais de base, ce sont des fables déjà existantes. Jean va avoir un crush, mais de ouf, sur le roman qui s'appelle L'Astrée d'Honoré d'Urfé. Il va l'amener partout avec lui. Il va également beaucoup lire les livres de Malherbe, qui est un poète du XVIIe, ainsi que Virgile, un autre poète. Alors Charles, donc son père, va décider d'envoyer Jean étudier à Paris. Et donc Jean a 15 ans à ce moment-là. Et il va partir avec son BFF à Paris, donc avec François Maucroix. Bon, le collège, c'est pas trop pour lui, il va s'ennuyer à mourir. Et après 5 ans de collège, eh bien, il va décider de rentrer dans un couvent. Parce qu'il en a marre du bruit, etc. Il se dit, dans un couvent, moi, j'aurai la paix. Et donc, il va entrer au couvent de l'Oratoire, situé rue de l'Enfer. Elle est drôle, celle-là, je trouve. Et évidemment, c'est pas pour lui. Donc après un an, il va se barrer, en fait. Parce que se lever tôt et devoir aller prier, etc. à heure fixe et tout, en fait, ça va pas lui convenir du tout. Donc, il va décider de partir de là. Et il va reprendre des études en droit. Pendant ses études, eh bien, ses amis vont l'emmener dans les cabarets de Paris. Et particulièrement dans celui qui s'appelle la Table Ronde. Ça va être vraiment leur lieu de rendez-vous. Et ils vont d'ailleurs s'appeler les Chevaliers de la Table Ronde. Dans ses nouveaux amis, on peut citer Talleyrand des Réaux. Lui a ses entrées dans les plus beaux hôtels particuliers de Paris. Antoine de Furetière qui va créer carrément un dictionnaire à lui tout seul. Ça va pas plaire à l'Académie française, du tout. Dans ses amis, il y a également Cassandre, qui est le gros parigot qui va tout leur apprendre sur la ville. Par la suite, un mec de Béziers va les rejoindre et du coup, il s'appelle Pélisson. Et il est important pour la suite.
il va leur proposer des ateliers littéraires chez lui. On va apprendre beaucoup de choses, ça va être vraiment un cercle d'échange, de poèmes, de textes, et ils vont se critiquer, une critique constructive pour vraiment évoluer. Il n'y a pas vraiment de jugement. En 1647, il va se marier avec Marie et Ricard, 14 ans. Bon, à l'époque, apparemment, ça passait. La dot était considérable, donc du coup, Jean, il va accepter. Il va être un peu résigné, mais il va accepter. Les 2 premières années, ça va très bien se passer entre eux, mais après, il va commencer à se lasser d'elle. Elle va lui reprocher ses absences, et au final, ils vont plus que se croiser. Il va aller voir ailleurs, et il va lui conseiller de faire de même. Si au début, elle n'était pas fort pour, eh bien, au final, elle va aussi aller voir ailleurs. Alors, Jean n'était pas jaloux du tout. Mais voilà, les gens vont commencer à jaser, on sait bien comment ça se passe, en s'insurgeant que ce n'est pas normal qu'une femme ait des amants. Donc lui, il pouvait, pas de souci. Mais que sa femme ait un amant, ça passait pas du tout. Donc du coup, pour rassurer tout le monde, il va provoquer l'amant de sa femme en duel. Le duel va durer royalement 30 secondes. Et Jean va dire, oh ben écoute, on reste potes, continue à venir voir ma femme et à venir dîner tous les jours et voilà, c'est bon. Le couple va quand même réussir à avoir un enfant qui s'appellera Charles, donc comme le papa de Jean. Mais Jean s'en occupera pas. Franchement, voilà quoi. C'était pas le père de l'année. Marie va rester avec le petit Charles à Château-Thierry et Jean, lui, va partir sur Paris. En 1652, eh bien, il va faire comme son père, il va acheter la charge de maître des eaux et des forêts. Il va l'acheter bien cher, évidemment, mais comme son père, son but sera d'être anobli. Cette charge demandera beaucoup de travail et c'est pas son truc, hein, Jean. Et du coup, eh bien, les gens vont lui reprocher son manque de zèle, parce que bon, l'autorité, c'est pas son truc non plus. Lors de ses inspections dans les alentours de Château-Thierry, eh bien, il va se poser et il va prendre note de tout ce qui est autour de lui, donc de la nature, du comportement des animaux, et tous ses ressentis, tout ce qu'il va observer, lui servira plus tard pour ses fables. Il dort. On dirait pas, mais il dort. En 1654, le célèbre imprimeur Augustin Courbet va lui donner rendez-vous dans sa librairie, à la galerie des Merciers, au Palais de la Cité. Il a reçu l'autorisation du roi pour éditer la première œuvre de Jean. Cette première œuvre, c'est une adaptation en vers de L'Eunuque, qui est une comédie du poète Terence, je sais pas comment on dit. Malheureusement, cette première œuvre sera un flop total. En 1658, son ami Paul Pélisson, dont je vous parlais tout à l'heure, va lui obtenir une entrevue pour être embauché chez Nicolas Fouquet. Pour les personnes qui ne connaissent pas Nicolas Fouquet, eh bien, il était procureur général au gouvernement. Mais il était surtout connu pour être le surintendant des finances du roi, du royaume. Donc, c'était une personne super importante. Il va lui présenter un poème qui s'appelle Adonis et Fouquet va être sous le charme. Il va donc lui payer une pension en échange de poèmes, de sonnets et de ballades. Et pour construire son château de Vaux, eh bien, Fouquet va constituer une dream team vraiment au top. Et Jean va donc côtoyer les plus grands artistes, dont Lebrun, Le Nôtre, Le Vau, La Quintinie, de Francine, Puget, Anguier, etc. Encore plein. Si vous ne connaissez pas ces personnes, je ferai également des vidéos sur elles. Jean va être un peu chargé de com en fait. Il va devoir faire la pub du château, donc et mettre ça sur papier évidemment, parce qu'à l'époque il n'y avait pas les réseaux. Donc il va devoir faire des poèmes donnant envie aux gens de venir voir le château. Mais vu que c'est quelqu'un de timide, de réservé, qui est observateur, faire la pub, c'est pas son truc, je le comprends.
Et du coup, eh bien, il va rien pondre. Il va pas y arriver. Donc 3 ans plus tard, quand le château sera terminé, il n'aura rien fait. Et il n'aura pas le temps de faire quoi que ce soit, vu que de toute façon, eh bien, Fouquet va se faire arrêter. Voilà, pour les personnes qui ne connaissent pas l'histoire, je vous invite à aller vous renseigner. Avant qu'il se fasse arrêter, donc, il va faire son immense fête au château. Et Jean va adorer la pièce de Molière, Les Fâcheux. Il va adorer vraiment cette pièce. Il va écrire 10 pages à son ami Maucroix pour lui décrire vraiment ses ressentis, etc. sur l'énorme fête qu'a fait Fouquet. Il va évidemment être très peiné quand Fouquet va se faire arrêter et il va lui être d'une loyauté sans faille. Il va même aller le voir régulièrement à Vincennes lorsqu'il sera emprisonné. Il va même lui dédier 2 poèmes. Il y aura l'Ode au roi, qui sera tout simplement une défense de Fouquet, mise en poème, et l'élégie aux nymphes de Vaux. Mais du coup, sans sa pension, il va se retrouver fauché. Et donc en 1663, il va partir avec son oncle Jean-Marc, qui lui va être poussé à partir. Ils vont aller à Limoges. Et sur cette route, ils vont s'arrêter, ils vont faire beaucoup de haltes, ils vont s'arrêter dans les châteaux, etc. Donc là, Jean va observer les gens, tout simplement, qu'il va rencontrer. Et aussi observer les œuvres d'art qu'il va voir. Et tout ça, ça va vraiment l'aider à composer ses fables par la suite. En 1664, il va rentrer au service de la duchesse douairière d'Orléans, qui est surnommée la vieille madame, ainsi qu'au service de mademoiselle d'Alençon, qui est une jeune fille bossue qui cherche un mari. Donc, il va rentrer au service de ces dames comme gentilhomme. Alors, gentilhomme, qu'est-ce qu'il va devoir faire? Eh bien, devoir servir madame et mademoiselle régulièrement au repas, etc. Et ces dames habitaient le palais du Luxembourg. Donc ça va, c'était pas trop mal comme endroit. Et cette pension, on va dire, de gentilhomme, va l'aider financièrement, car il a été condamné un petit peu avant pour usurpation de titres. Mais oui, il a usurpé les titres de noblesse, car sur quelques documents, il a signé Jean de La Fontaine au lieu de Jean La Fontaine. Cette pension ne va pas lui suffire à régler ses dettes, dont les héritages de son père. Eh bien, il va revendre ses terres, il va revendre la maison à Château-Thierry. Il va vraiment revendre toutes ses propriétés petit à petit. Et pour protéger sa femme, vu qu'il commençait à s'endetter, etc., eh bien, ils ont fait une séparation de biens. Professionnellement ou artistiquement, comme vous voulez, il va enfin se faire remarquer grâce à son interprétation d'un chant de Nolande Furieux, poème composé par Ariosto. Et Claude Barbin, un éditeur, va éditer un recueil de nouvelles en vers tirées de Boccaccio et de l'Arioste. En 1669, il va tenter un nouveau genre qui sera le roman, avec les amours de Psyché et de Cupidon. Alors, les fables vont commencer à sortir, parce qu'il va écrire beaucoup. Et Madame de Sévigné, je suppose que vous connaissez, bien, va fortement apprécier. Elle va vraiment avoir un crush pour ses fables et elle va lui demander qu'il en écrive pour sa fille. Il va donc écrire Le lion amoureux pour la fille de la marquise. Il va publier un recueil de nouveaux contes, mais sans la permission du roi. Donc le roi va être furieux. Il va interdire l'édition et la vente de ce recueil. Il va aussi publier un recueil de fables qui sera pour Madame de Montespan. Il n'aura jamais de pension du roi. Le roi le boude en fait. Ses œuvres vont avoir beaucoup de succès dans les salons parisiens. Et c'est à cette époque qu'il va se lier avec Racine, Boileau, Molière, Chapelle. Il va écrire énormément pendant cette période. En manque de bol, en 1672, la duchesse d'Orléans, la douairière, va décéder. Donc il va de nouveau se retrouver sans le sou. Heureusement pour lui,
il va rencontrer Marguerite de la Sablière. Ils vont s'entendre super bien et elle va le loger chez elle. En 1674, il va se lancer dans un opéra en collab avec Lully. Vous connaissez Lully, je suppose. Quand même, grand compositeur du Roi Soleil. Mais, Lully va lui mettre à l'envers. Donc, au bout d'un moment, il va dire « Ouais, non, en fait, j'ai plus envie de le faire. » Donc l'autre sera tapé tout le travail pour rien, il va être vénère. Il va écrire une satire d'enfer sur Lully qu'il appellera le Florentin. En 1683, il va tenter de rentrer à l'Académie française. Tout le monde acceptera, sauf le roi. Le roi sera non, je le sens pas trop. Et Jean devra attendre 1 an que le roi accepte qu'il accède à l'Académie française. Juste une petite parenthèse pour dire que Jean La Fontaine va vraiment connaître le libertinage. Oui, il va aller dans des milieux libertins, notamment chez le Grand Vendôme, au château d'Aneth. C'est peut-être aussi pour ça que le roi n'était pas chaud pour le laisser entrer à l'Académie française. C'est parce qu'il a une réputation sulfureuse, en plus d'avoir été très attaché à Fouquet. Donc ça faisait beaucoup. C'est pour ça que le roi ne voulait pas lui payer de pension et qu'il a traîné pour accepter son accès à l'Académie. En 1692, Jean va tomber fort malade. Il va demander à voir un prêtre. Il va vouloir confesser, etc. Il fera ça auprès de l'abbé Puget. Il va promettre de ne plus publier de contes libertins, etc. L'autre, il va tout cramer. On va aller rapidement mieux, mais du coup, il ne fera plus ce genre de poèmes. Il va plutôt faire des poèmes et des prières à la gloire de la religion chrétienne. Petit revirement, là. Et sur ce temps-là, Madame de la Sablière va décéder, donc il devra à nouveau déménager chez qui aller. Ça, c'était la grosse question. Et finalement, c'est un couple qu'il connaît depuis des années, donc le couple Hervart, qui va le loger chez eux. En 1695, il va faire un malaise et il ne va quasiment plus quitter l'hôtel d'Hervart. Il décède en avril 1695 et il sera inhumé au cimetière des Saints-Innocents. Puis, à sa démolition à la Révolution, eh bien, il va être déplacé jusqu'au musée des monuments français. Puis, en 1817, il va être transféré au cimetière du Père-Lachaise. Jean avait composé lui-même son épitaphe. Je vous la lis. Jean s'en alla comme il était venu, mangea le fond avec le revenu, tint les trésors, chose peu nécessaire. Quant à son temps, bien le sut dispenser. 2 parents fit, dont il saoulait passer, l'une à dormir et l'autre à ne rien faire. Ainsi se termine cette petite vidéo sur Jean de La Fontaine.